BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Nous sommes jeudi, voici donc notre trublion, le trublion d'Intégral Placement. C'est Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Le directeur éditorial de marchégagnant.com. De quoi parle-t-on cette semaine? Eh bien écoutez Guillaume, cette semaine je suis venu avec mon paquet de mouchoirs en papier. Pourquoi? Parce que depuis le 1er février, le taux du livret A est passé à 0,5% suite à l'application de la nouvelle formule qui avait été décidée il y a de cela 2 ans par le gouvernement. 0,5% de rendement alors que l'inflation excède les 2%. On fait donc officiellement le choix de continuer de rincer les épargnes. Vous allez donc, Jean-François, continuer de pleurer sur le sort du livret A et de son faible rendement. Non, vous avez raison. Il faut être positif. Alors, grâce au gouvernement, on peut se dire que les détenteurs de livret A vont pleinement pouvoir se sentir comme des investisseurs responsables en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes de leur environnement et en ne se limitant pas à se regarder la problématique de leurs pommes. Dixit Brexit, ce nouveau taux de rémunération vient renforcer la santé financière des organismes de logement social avec à la clé 17 000 constructions de logements par an ou 52 000 rénovations. Amis épargnants, voit aussi le bon côté des choses. Grâce à cette baisse, tu vas permettre aux banques de diminuer le coût de sa ressource. Donc, toute l'épargne du livret A n'étant pas logée au sein de la Caisse des dépôts, elle finance aussi les banques. Donc, amis épargnants, cette baisse te permet de renforcer la situation financière des banques. Bref, le gouvernement nous permet, qu'on le veuille ou pas, d'être socialement responsable en aidant les autres parties prenantes. Je pense que c'est important d'éduquer les épargnants à penser aux autres et à avoir du cœur. Le ministre devrait plus insister sur ce sujet-là. Oh, pas d'ironie, Jean-François. Le ministre a tout de même insisté sur la volonté du gouvernement d'encourager à travers ce faible rendement du livret A, d'encourager les Français à diversifier leurs placements. Ça devrait vous plaire, ça. Merci Guillaume. Vous venez de me faire comprendre. En fait, si le gouvernement baisse le taux du livret A, c'est pour nous permettre de gagner plus. Ça, franchement, c'est trop fort. Et voilà le ministre de l'économie qui se transforme en conseiller en gestion de patrimoine, en chef. Alors, je ne vous cache pas, l'idée me plaît. Seulement voilà, pour juger la qualité professionnelle d'un expert, moi je dis il faut le tester. Donc je vous propose donc ma question du jour. Que penser du patrimoine de l'épargnant Le Maire, histoire de savoir s'il doit être pour nous un modèle ou non? Vous allez mettre le patrimoine du ministre de Bruno Le Maire à nu? Alors écoutez, vous savez que les hommes politiques sont soumis à tout un tas de réglementations. Ils doivent notamment publier une déclaration de situation de patrimoine. Oui. Je me suis donc permis de regarder celle de Bruno Le Maire, celle que j'ai trouvée date d'il y a un peu plus de 2 ans, de 2017. Alors déjà, comme tout bon bilan patrimonial, il faut commencer par le profil de l'individu. Homme, 51 ans, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Question, juste comme ça, de culture générale. Guillaume, à partir de combien on est riche dans ce pays? Ça dépend comment on parle. Si on parle en revenus... Ça dépend du président. Ça dépend du président, c'est vrai. À partir de combien on est riche dans ce pays? Si on parle en revenus, à partir de combien on gagne? Ou ça dépend si on parle plutôt en actifs, donc du patrimoine dont on dispose? Alors, pardon. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que quand on parle de richesse, on parle d'actifs. Pas de flux. À mon sens, vous pouvez gagner 5 000 € par mois et ne pas être riche. Dans ce cas, si vous gagnez 5 000 €, je dirais que vous gagnez beaucoup. Ma question est donc patrimoniale. Alors, à partir de combien est-on riche en France? J'imagine que vous allez me dire qu'on est riche quand on est au-delà de la moyenne. Les Français, ils adorent l'immobilier. Les prix sont élevés. Je dirais on est riche à partir de 250 000 € si vous comptez le patrimoine global, l'immobilier financier. Bah écoutez, votre raisonnement est parfait. Ouais. Le chiffre, il est presque aussi parfait. Début 2018, le patrimoine net moyen, c'est-à-dire les actifs moins les dettes. Eh bien, pour les moyennes des ménages, c'était 239 900 €. Donc, si vous avez plus, vous pouvez dire que vous avez plus que la moyenne. Si vous avez moins, vous faites peut-être quand même partie des plus riches du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre indicateur statistique, ça s'appelle la médiane. La médiane, c'est 50% des gens sont au-dessus, 50% des gens sont au-dessous. Eh bien, la médiane pour le patrimoine net, c'est 117 000 €. Et l'écart important qu'il y a entre la moyenne et la médiane, c'est dû au fait qu'il y ait beaucoup de disparités entre les petits patrimoines et les gros patrimoines. Et donc, l'épargnant Bruno Le Maire, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il fait partie des riches? Eh bien, écoutez, si je fais la somme de tout ce qu'il a déclaré dans sa situation de patrimoine, eh bien, j'arrive à 522 000 €. C'est donc
plutôt un bon élève. Oui, alors par rapport aux chiffres globaux, mais entre nous, le chiffre global, comparé par rapport à la moyenne, ça n'a pas grand intérêt. Parce que si vous êtes à la moyenne à 20 ans, c'est pas tout à fait la même chose que si vous êtes à la moyenne à 70 ans. Donc il vaut mieux regarder par âge. On a vu que l'épargnant dont on est en train d'étudier le budget, le patrimoine, a 51 ans. Donc je regarde entre 50 et 60 ans. La moyenne pour le patrimoine net, c'est environ 300 000 euros. Il est donc un peu au-dessus, c'est moins spectaculaire qu'avec la moyenne générale. Voilà, et donc voilà, on est en train de décortiquer ce patrimoine de Bruno Le Maire, le ministre, pour voir s'il applique ce qu'il préconise. Côté diversification, est-ce qu'il diversifie assez son patrimoine? Alors, on regarde son patrimoine. L'immobilier, il a un pourcentage de la nue propriété d'un bien et un pourcentage de la nue propriété d'une SCI. Ça pèse à peu près 60% du total. Donc, c'est très proche de la situation de l'épargnant moyen en France. D'accord. Maintenant, si j'exclus la voiture, qui a beaucoup roulé, le mobilier, les litos, et que je me concentre sur le patrimoine financier, à votre avis, j'ai combien de produits pour un ministre qui, donc, vous l'avez rappelé, a la diversification chevillée au corps? Il doit avoir, Bruno Le Maire, 6 ou 7 produits financiers? Bingo! Exactement 6 produits dans le patrimoine de Bruno Le Maire. Bon, donc il n'a pas tout mis sur le rouge, on est d'accord? Non, sur le rouge, Bruno Le Maire, sûrement pas. Mais attention, car aux effets d'optique et que vous soyez ou non daltonien. Alors vous êtes prêts? Je vous détaille le patrimoine du ministre. Pour gagner du temps, je vous donne pas les chiffres, on s'en moque des chiffres. Ce qui importe, c'est les produits. Alors, 1, compte courant. 2, compte d'épargne. 3, livret A. 4, LDDS. 5, LDDS conjoint. 6, PEL conjoint. Ça, c'est son patrimoine financier. C'est pas très risqué tout ça. C'est l'épargne réglementée de Bruno Le Maire. Non, c'est pas. Bruno Le Maire n'a que de l'épargne réglementée. Ah d'accord. Valeur il n'a pas d'autres produits financiers. Valeur mobilière non cotée en bourse, néant. Instruments financiers, néant. Assurance vie, néant. Alors, vous vous souvenez, un jour, j'avais regardé le... On peut espérer que maintenant, il est impair. Cette déclaration à 2 ans. En bon ministre, il doit avoir été un des premiers à ouvrir un PER, non? On peut espérer que pour des raisons de conflit d'intérêts, il n'est pas souscrit à la Française des Jeux. Mais en tout cas, on pourra garder pour le père. Alors, vous vous souvenez, un jour, j'avais regardé le patrimoine de François Fillon pour me rendre compte qu'il avait l'un des contrats les plus pourris, les contrats d'assurance vie les plus pourris du Crédit Agricole. Eh bien, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, il me semble difficile de considérer que BNP Paribas, qui est le banquier de Bruno Le Maire, soit brillant, sauf à considérer que le ministre se soit déclaré comme un épargnant ultra adverse au risque, qui a peur de tout. Bref, pour résumer, je veux bien prendre des leçons de diversification, mais je suis pas sûr que ce ministre soit le mieux placé pour m'en donner. Allez, on a mis à nu le patrimoine financier et global de Bruno Le Maire. Pas assez de diversification alors qu'il la préconise pour les Français. Peut-être que ce sont les banquiers aussi qu'il faudrait remettre en cause sur cette approche de diversification. Oui, exactement. Et plutôt que de faire des leçons de morale aux épargnants, le ministre serait effectivement plus inspiré de faire passer des messages aux banquiers de la place. Sur ce sujet, Guillaume, je suis entièrement d'accord avec vous. Sauf que c'est pas simple, la diversification, ça pousse à multiplier les produits. Non, surtout, ce n'est pas une simple multiplication de produits. Pourquoi? Parce que la multiplication des produits de court terme, elle donne ce sentiment-là. Je vous donne un exemple pour comprendre un peu le fonctionnement dans l'univers bancaire. Quand on donne des objectifs commerciaux à un réseau sur des taux d'équipement, il n'y a rien de plus simple que de refiler des produits aux caractéristiques qui sont quasiment similaires. Le cas de Bruno Le Maire, il est symptomatique du dysfonctionnement du système. On commence par un livret A, on va vous le compléter par un LDDS, avant on rajoutait un PEL. Vous remarquerez d'ailleurs, Bruno Le Maire, il a toute la panoplie. Le seul truc qu'il n'a pas, c'est le compte épargne logement. Là, en fait, tout se ressemble et c'est la fausse diversification. Ça me rappelle en fait les années 2000 où je voyais des épargnants qui étaient en bourse qui me disaient qu'ils étaient vachement diversifiés alors qu'en fait, en portefeuille, ils avaient 20 valeurs technologiques. Enfin, la diversification, ça a quand même un sens. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Oui, mais je ne suis pas sûr d'avoir la même lecture que vous de cette expression. L'idée de se dire, c'est que si on est diversifié, que si on casse un œuf parce que les marchés baissent, on ne casse pas tous les œufs. Ils sont dans des paniers différents. Ok, mais vous partez du principe que les œufs ne peuvent pas se casser. Moi, je défends la diversification avec une autre logique. C'est reconnaître pour moi, diversifier, c'est reconnaître de la part de l'investisseur que je peux avoir tort. Pourquoi? Parce que si je suis sûr de mon coup, je peux tout mettre sur la case rouge. Accepter de diversifier, c'est reconnaître que l'on peut avoir tort. Et si vous prenez les choses de la sorte, vous allez voir la gestion de patrimoine avec un regard totalement différent. Bon, le temps passe, vous reviendrez nous donner les règles de base de la diversification de marché gagnant une autre fois, Jean-François. Si toutefois vous deviez ne nous donner qu'un seul conseil en matière de diversification, quel serait-il? Mon conseil, il est très simple.
Il ne faut pas avoir le même établissement pour s'occuper de son argent au quotidien et de son épargne. D'abord parce qu'il existe un risque sur tout établissement financier. Donc si on épargne pour se protéger, il ne faut pas avoir ses stocks, autrement dit sa réserve, au même endroit que son porte-monnaie. Si la banque était en difficulté, on se retrouve sur tout. Et en plus, c'est plus pratique pour faire ses comptes. D'un côté, le budget, le quotidien, de l'autre côté, l'épargne et sa valorisation. Le seul truc, c'est qu'on perd éventuellement en pouvoir de négociation, mais qui l'utilise vraiment. Le hic, Guillaume, c'est qu'en fait, en disant ça, je remets en cause le modèle français de la banque universelle qui pèse très lourd sur le marché. Et diversifier le modèle bancaire français, je ne suis pas sûr que ce soit l'ambition du ministre de l'économie et des finances. Jean-François Filliat qui aura rhabillé Bruno Le Maire, à qui on peut d'ailleurs conseiller d'écouter peut-être Intégral Placement pour diversifier davantage ses produits et son épargne. On reviendra sur cette notion de diversification bien évidemment, et tout à l'heure vous reviendrez répondre à nos auditeurs et téléspectateurs. Avec plaisir. Envoyez-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com.